du lundi au mercredi. Brainstorming aujourd'hui a deux invités. L'un est à Londres. Il s'agit de Jean-Pierre Dupont. Et nous aurons en studio monsieur le commissaire Albert Léopold Ebenet. On va discuter, on va essayer de comprendre un tout petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun et jusqu'où cette bataille larvée ira-t-elle. Monsieur Jean-Pierre Dupont, bonjour. Et bonjour à notre cher commissaire. Monsieur Jean-Pierre Dupont, on va commencer par vous. Vous suivez bien évidemment l'actualité camerounaise. Alors, ces villes mortes qui ont commencé aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles suscitent chez vous? Mais beaucoup de joie, beaucoup, je vais même dire, sans avoir peur de mots, de l'allégresse. C'est un moment que les Camerounais attendaient depuis très longtemps et Issa Chiroma arrive à point nommé comme le déclencheur de tout cela. C'est le mécontentement, c'est la preuve par l'action que M. Biya a fraudé les élections. Donc on ne pouvait pas espérer mieux. Ont vraiment été suivis au regard de l'actualité, au regard de ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Mais oui, le mouvement a été très suivi, notamment chez moi dans la Damawa et à Bagneux notamment, où il y a des vieux comptes, il y a des très mauvais souvenirs. Je pense à la tentative du coup d'État avorté d'avril 84, où les gens de Bagneux avaient été mis en cause injustement. Je pense au colonel Ibrahim Saleh, que les jeunes putschistes, je pense en Guérandi Barak, il avait mis aux arrêts parce qu'il ne voulait pas qu'il interfère. Mais les loyalistes sont venus l'arracher entre leurs mains et l'ont exécuté sans aucune autre forme de procès. Et ensuite, Bagneux a été une ville assiégée pendant de nombreux mois où l'armée, il y a des régiments entiers qui sont venus s'installer à Bagneux. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le préfet, voulant faire du zèle, a entrepris de sceller les magasins des gens qui observaient le mot d'ordre des villes mortes que nous avions donné. Et les populations enragées sont allées incendier le domicile de Mustapha, qui n'est autre que l'adjoint en titre de Ngongo. Donc voilà. Et vous m'avez reçu chez vous à une époque et je vous parlais du Front patriotique camerounais dont les éléments se sont mêlés à cette question. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il ne s'agit pas que de Issa Chiroma. Lui, c'est le vecteur qui porte tout ça, qui concentre tout cela, mais c'est l'expression du ras-le-bol. Il n'y a pas que Bagneux, je parle de Bagneux parce que c'est ma ville d'origine, mais on nous a envoyé des vidéos à Banganté, à Parfum, le mouvement a été suivi, à Bankin, on nous dit que les voitures ne peuvent pas se déplacer, les légumes sont en train de pourrir, à Yaoundé, une tomate avant-hier une seule tomate coûtait 200 francs. Donc l'objectif, c'est de montrer à la terre entière que le patron, c'est Issa Chiroma. L'objectif, c'est de montrer à la terre entière que le patron, c'est Issa Chiroma. Monsieur le commissaire Albert Léopold Ebenet, vous également, vous êtes au fait de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Des villes mortes, vous en avez connu à votre époque d'ailleurs. Vous avez peut-être également réprimandé quelques-unes. Mais aujourd'hui, ce phénomène, ce qui se passe, est-ce un plébiscite, est-ce une manière de dire que Issa Chiroma est véritablement le vainqueur de cette élection? Merci M. Moda, merci à M. Dupont. M. Moda, la réalité c'est que c'est une victoire. La victoire d'Issa Chiroma est incontestable. Je vais dire, ce n'est même pas en réalité la victoire d'Issa Chiroma. Issa Chiroma n'est qu'un instrument. C'est la victoire du peuple camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je précise que le sud, qui est le bastion, tout au moins la région d'origine du président de la République sortant, Paul Biya, a connu, Issa Chiroma a fait un très grand score. Et il a même battu le candidat Biya à des points stratégiques.
C'est pour ça qu'il faut, nous disons, au peuple camerounais et à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent monter les Camerounais contre leurs frères. En réalité, les populations du Sud, par ce vote, ont émis un cri d'alarme, d'alerte, pour dire au monde entier qu'ils sont depuis longtemps pris en otage par l'élite, qui a toujours su, à chaque fois qu'il vote contre Biya, l'élite a toujours su bourrer les urnes ou tricher avec les PV. Mais cette fois-ci, ces gens n'avaient pas prévu la génération Z, avec la génération Android et autres. Ces gens n'avaient pas prévu la génération Z. Monsieur Jean-Pierre Dupont, dites-nous, vous qui avez vos entrées dans diverses chancelleries et même institutions internationales, là, avec ce mot d'ordre de ville morte aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité pour le candidat Chiroma, on va dire, de couver la place qui devrait être la sienne? C'est la preuve que Paul Biya est un homme du passé avec un goût passif. Il pense que les méthodes en vigueur dans les années 60 peuvent encore avoir pris. Mais le problème, c'est qu'il a affaire à une autre génération de Camerounais. Les enfants dont les parents sont nés longtemps après les indépendances, ce sont les enfants de la génération Internet, TikTok et WhatsApp. Ils ont le monde ouvert. Leurs aînés n'avaient que la télévision et Cameroun Tribune. Mais le monde est ouvert. La technologie a exposé au grand jour les fraudes massives de Paul Biya. C'est pour ça que les chancelleries se sont abstenues. C'est pour ça que les ont été engloutis par ces gens. On voit, on accuse ces jeunes qui ont marché, qui ont cassé, qui ont chapardé quelques cartons de maquereau et quelques bouteilles de gaz. On les stigmatise. On a quand même, entre-temps, écouté un voice, je crois, d'un parent dans lequel il disait comment va-t-il expliquer à son fils qui est allé marcher, qui doit avoir 15-13 ans, que ce pays est un pays juste. Parce que ce garçon, son enfant, en réalité, est inscrit dans la même école qu'un autre camarade à lui. Lui, il va composer. Ce camarade reste à la maison. Au final, lui, il ne réussit pas son examen. Ce camarade qui n'est pas allé composer voit son nom affiché comme une réussite. Au-delà de cet exemple, on a d'autres cas de figure. On a vu les enfants Biya, notamment Brenda et son frère Junior, qui en fait ne sont jamais allés passer le concours d'entrée à l'ENAM et qui pourtant ont vu leur nom inscrit et au final, ils ont pris les places de deux autres Camerounais de familles certainement modestes et ni Brenda ni Junior ne sont des administrateurs aujourd'hui. Ils ont totalement arrêté. Mais quand on stigmatise ces jeunes affamés qui vont prendre quelques cartons de maquereau alors qu'il y a des véritables prévaricateurs de la fortune publique. Est-ce que ça, c'est pas la fumisterie? Oui, M. Moda, ça donne froid au dos, je l'ai dit, parce que, en réalité, j'espère que vous allez m'accorder un bout de temps, parce que je vais vous énumérer les projets en moins de 10 ans de ce gouvernement, de Biya et son équipe. Des milliards ont été engloutis par ces gens. On n'en parle pas. Ce n'est même pas une préoccupation. Je vous donne juste, j'ai énuméré quelques-uns. Allez-y. Quelques-uns. Je vous donne par exemple, en termes d'infrastructure et transport, tramway à Yaoundé, annoncé en 2014. Ce projet devait révolutionner les transports urbains en 2024. Rien n'a été concrétisé. 2. Rénovation de l'aéroport de Douala. Un budget de 153 milliards de francs CFA avait été alloué en 2012. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas débuté, mais l'argent a disparu. Aéroport de Kribi, promis en 2014. Ce projet reste dans les cartons. Extension du chemin de fer vers le Tchad, annoncé en 2014. Cette infrastructure stratégique n'a pas été réalisée. Énergie et environnement. 35 MW d'énergie solaire, et Eneo devait installer ses capacités dans les régions septentrionales d'ici 2019. En 2024, rien n'a été fait. Projet
éolien sur le mont Bamboutos, annoncé en 2015. Ce projet n'a pas abouti. Production d'électricité à Edea. Un consortium norvégien devait produire entre 150 et 300 MW en 2015. Aucune réalisation à ce jour. Agriculture et agro-industrie. Culture des arbres fruitiers. Un projet de 178,5 milliards de francs CFA lancé en 2015 n'a pas été mis en œuvre. L'argent a disparu. Industrialisation du manioc. 21 milliards 300 millions de francs CFA étaient prévus en 2015 pour développer cette filière. Rien n'a été fait. Transformation du maïs dans le Noun. Un investissement de 3,5 milliards promis en 2017. L'argent a disparu. Plantation d'Acadier. Le Cameroun visait 100 000 hectares en 2017 pour devenir leader mondial. Aucun progrès notable. Usine de transformation de manioc à Sangmelima. Annoncée en 2015, cette usine n'a pas vu le jour. Projet Agropole Mosumbu, prévu en 2017. Ce projet de pisciculture n'a pas été réalisé. Industrie et technologie. Usine d'engrais de Ferrostal. Monsieur le commissaire, oui. En réalité, là vous énumérez, ce qu'on constate, c'est simplement qu'il y a beaucoup de projets qui ont bénéficié d'énormes fonds et qui ont totalement disparu. Ça pose la question de l'enrichissement, on va dire, illicite et personnel de ces personnalités-là. Quand on voit un Gongo, quand on voit un Ayolo, quand on voit un Baboké, pour ne citer que, et quand on voit les maisons, les infrastructures, les biens qu'ils ont, mais ça suscite quand même quelques questions. Est-ce que ces gens-là, au regard de leurs revenus, peuvent se prévaloir de tels biens? Mais monsieur Biya n'est pas là pour développer le Cameroun, monsieur Moda. Il est là pour encourager ses frères, ses amis, sa belle famille à s'enrichir. Monsieur Moda, je vais vous donner un seul petit exemple, tout au moins, pour vous démontrer la mauvaise foi de ce type qui occupe le poste de président du Cameroun pendant 43 ans. Vous vous souvenez de Justin Njoro? Bien sûr, un ministre des Finances. Ministre des Finances. Oui. Monsieur Justin Njoro, ministre des Finances, avait la confiance des bailleurs de fonds, tel qu'aucun ministre des Finances au Cameroun aujourd'hui l'a eu. Monsieur Njoro vient avec un projet pour le présenter à Biya. Un projet de route qui doit relier toutes les 10 régions du Cameroun, enfin les chefs-lieux des régions, de grandes routes bien construites. Parce que pour lui, c'était le départ, ça devait booster le développement du Cameroun. Des financements étaient prêts, les bailleurs de fonds étaient prêts à financer. Biya a pris le dossier, il l'a mis sous le coffre, dans son coffre. 3 mois après, lors d'une rencontre, Njoro lui dit, Monsieur le Président, je vous ai présenté le projet et les bailleurs de fonds sont prêts. Il lui a dit, je verrai. 6 mois après, Njoro revient vers le Président et le Président s'étonne et lui dit, mais Monsieur Njoro, mais quelle est cette obstination à faire des routes partout? Vous voulez que des mercenaires, le jour où ils en auront marre de moi, des gens s'organisent et arrivent à Yaoundé en 24 heures pour me chasser du pouvoir? C'est ça votre projet? Et ça, cette question aujourd'hui m'amène à comprendre pourquoi le projet du chemin de fer de N'Djamena n'est pas à l'ordre du jour, malgré la bonne disposition du Tchad. Je comprends également pourquoi la route, le Grand Nord est abandonné et d'autres régions, parce qu'en réalité, l'homme veut rester dans sa tour d'ivoire à Yaoundé, laissant le peuple à l'abandon et pour conserver son pouvoir, tout simplement. Commissaire, il y a quand même eu, depuis la semaine dernière, des actions qui ont suscité des réactions des forces de l'ordre. On a tiré à balles réelles. Il y a eu des morts, certes. Il y a quand même une question qu'on peut se poser. On a vu la sortie du Minat, qui a considéré ces jeunes-là comme des drogués, des voyous et tout simplement des délinquants. Dites-nous, est-ce que cette manière
d'indexer, de stigmatiser cette jeunesse qui réclame son dû n'est pas juste hallucinant. Monsieur Moda, c'est même une insulte à l'intelligence des Camerounais. Parce que si tout le monde connaît le parcours d'Atangandji, c'est un délinquant en réalité. Et lui, traiter la jeunesse camerounaise, parce que aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que les bensikineurs, certains ont des doctorats, des maîtrises, des masters et autres. Les traiter de drogués est quelque chose d'effarant. Je vais vous rappeler quelque chose, M. Moda. Lorsque nos frères anglophones commencent les revendications, c'est les mêmes gens de ce gouvernement qui insultent nos frères anglophones, des Nigérians, des Biafrais, qui viennent troubler l'ordre au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai entendu certains dire même que tous ces jeunes, même ces jeunes qu'on a tués à bout portant comme des lapins, ce sont les Centrafricains, ce sont les Tchadiens qui viennent casser les boutiques au Cameroun. Je voudrais leur poser une question. Certainement, ils ont la mémoire courte. Il n'y a pas très longtemps, des boutiques des Camerounais étaient cassées à Kiosi et en Mbam, à Sangmelima, où on a vu des jeunes prendre des paquets de bonbons et de biscuits. Ces jeunes étaient de quelle origine? Étaient-ils gabonais ou équato-guinéens? Il faut faire attention, M. Moda. La stigmatisation ne peut pas continuer dans notre pays. Il n'y a pas plus camerounais que les autres. Et il ne faut pas oublier une chose. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Et cette famine, cette jeunesse, cette clochardisation que vit notre peuple. On va se quitter également. Dites-nous, demain, c'est le 2e jour des villes mortes, mercredi le 3e. Est-ce que vous pensez que ces villes mortes vont faire bouger les choses? Nous ne sommes qu'au début de ce qui est prévu. Je disais déjà aux gens, à tous ceux qui m'écoutent, que nous avons en face de nous Coton Sport qui mène le Real de Madrid par 3-0. Déjà. Le premier but, c'était face le 12 octobre, dans les urnes. Le deuxième but, c'était le joueur du Real de Madrid qui a marqué dans son propre camp, Clément Atangana, avec la vidéo qui a fait le tour du monde. Et d'ailleurs, excusez-moi, M. le commissaire, parlant de Clément Atangana, est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour la société civile et toute autre personne d'ester en justice quand même, parce que ce monsieur doit se faire entendre après ces déclarations qu'on peut voir en image ou en réalité. Il applaudit, il acclame, il est heureux d'avoir fait sa part de boulot. Oui, c'est ce que j'appelle le deuxième but. Donc, Clément Atangana marqué dans son propre camp. Et ça, pour cela, il ne peut pas, je ne sais pas comment, il ne sera pas jugé pour cela. C'est-à-dire, tout le monde a vu qu'il est un mauvais joueur qui joue pour un camp. Malheureusement, son geste est exposé aux yeux du monde à jouer contre son propre camp qui est l'ORDPC. Donc, c'est lui qui marque le deuxième but dans son propre camp et le monde entier voit. Et le troisième but que Coton Sport mène aujourd'hui, a marqué, c'est les villes mortes. Le monde entier voit qui est le vrai président du Cameroun. Avant les villes mortes, il y a eu des marches quand même. Oui, des marches, c'est vrai. Mais les villes mortes, à l'ordre de M. Issa Chirouma, veut dire que c'est lui le vrai, l'élu du peuple. Donc, généralement, dans ce genre de situation, je conseille à nos camarades que vous ne pouvez pas mener 3-0 et ne pas faire se méfier de l'adversaire. Parce que l'adversaire cherche à tout prix à la bagarre à la dernière minute pour que le match se termine en queue de poisson.
et qu'ils aient des voies et moyens de recours. C'est pour ça que ce match, Issa Chirouma l'a gagné, le peuple camerounais l'a gagné. Nous menons, Coton Sport mène le Real de Madrid par 3-0. Monsieur le commissaire, oui. Sur les réseaux, depuis un certain temps, on entend des voix qui appellent à des fatwas, c'est-à-dire indexer individuellement les gens du régime et s'attaquer à eux, à leurs biens et même à leur famille. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives-là? Monsieur Moda, en fait, ces faits sont les faits des réactions populaires. Je vais vous dire une chose, monsieur Moda. Il ne faut pas une seule fois se tromper là-dessus. L'homme qui est à l'origine de toutes les attaques, des insultes, vous l'avez évoqué déjà ici, c'est monsieur Atangandji. Atangandji a été mis en avant par ce régime pour provoquer le peuple camerounais. Parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt qu'en arrière-plan, il y a une dizaine, je parle d'une centaine de l'élite du Sud qui s'est réunie depuis les années 2000 et qui pense créer un État. D'ailleurs, le jeune homme Bruno, quelque chose là, il en a parlé, un État du Sud. Nous savons que tout cela est en préparation. Donc, Atangandji est là pour provoquer. Il a commencé chez les anglophones. Il va maintenant chez les nordistes, ainsi de suite. Et cette élite-là veut donc en profiter pour se dire victime d'une persécution et déclarer, tout au moins, qu'ils ont déjà leur État. C'est ça le véritable enjeu, monsieur Moda. Tout cela, et je peux même aller plus loin par rapport à cet État-là. En 2001, les gens ont parlé de la poudrière du quartier général qui a l'incendie de la soute à munitions. En 2001, Amadou Ali était ministre de la Défense.